Le clairon. C'est une information François qui est tombée le 17 mars. D'abord, le premier article. Plusieurs États, dont la Pologne et la Hongrie, apparemment la Roumanie même serait en cours, se sont joints à la plainte pénale, une plainte fondamentale contre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, vous savez, qui a négocié par texto qu'elle a perdu, les fameux contrats Pfizer. Eh bien, ils ont donc, ces pays-là, rejoint la plainte du lobbyiste belge Frédéric Baldan. Alors, je ne sais pas si on dit Baldan ou Baldan, je vais être corrigé immédiatement par Xavier Zalbert. Et pour rappel, donc, c'était le 5 avril 2023 que Frédéric Baldan déposait une plainte pénale avec constitution de partie civile contre Ursula von der Leyen pour, alors, usurpation de fonctions et titres, destruction de documents, il y a certaines parties du contrat, même la totalité qu'on n'a pas pu voir, prise illégale d'intérêt et corruption. Et donc cette plainte vise surtout, je l'ai dit, les contrats d'acquisition des vaccins Covid avec le fabricant Pfizer et ses SMS qui ont été échangés avec le président Pfizer, Albert Bourla. Il faut savoir maintenant, donc, également, information François, que cette plainte a été soutenue par deux partis politiques, notamment, en tout cas, connus. Le parti belge, alors pareil, c'est ce que je vais savoir bien prononcer, Vivante Oost Belgienne, et puis les Patriotes de Florian Philippot. Alors, où en sommes-nous dans cette plainte ? Xavier Azalbert suit vraiment l'affaire et va nous permettre de savoir, justement, si la corruption continue, même dans la plainte. Bonjour Xavier Azalbert. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Vous êtes fondateur de François et donc vous avez finalement enquêté sur la plainte vous-même. Je ne suis pas fondateur de François. C'est quand même en 1944, je n'étais pas encore né. Mais oui, c'est pas grave. Donc directeur de publication de François. Voilà, je sais tout à fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est déjà assez modeste. Ma fiche n'est pas tout à fait à jour. Mais c'est pas grave. Donc vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet depuis le début. De toute façon, c'est un sujet sur lequel François est vraiment à la pointe. Mais là, vous avez lancé, c'est ce que vous expliquez dans vos articles successifs, vous avez finalement enquêté sur la suite de cette plainte parce qu'on n'entendait plus parler. Tout à fait, parce qu'en fin de compte, vous avez rappelé les éléments principaux, mais juste un fait qui est quand même important, c'est que en juin 2023, Frédéric Baldan a fait une conférence de presse avec Michel Rivasi, qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme, et pour justement parler de ces plaintes. Et ce même jour-là, l'AFP avait parlé de la remise de prix qu'on avait fait à Ursula von der Leyen. C'est-à-dire que quand il s'agit à Toulouse, à l'université de Toulouse, elle a reçu un prix honorifique, un titre de docteur honorifique. Et en fait, on parle des éléments people, mais on ne parle pas des éléments pénaux. Et alors, depuis ce temps-là, je me suis dit, quand même, il y a un véritable problème d'asymétrie d'information. Les éléments importants, surtout en une année électorale en Europe, on n'en parle pas. Oui, parce que précisons, et d'ailleurs je ne l'ai pas reprécisé là, je crois, que Ursula von der Leyen se représente à son propre poste et qu'en plus elle est plutôt bien partie, soutenue par le groupe PPE notamment, qui est le groupe de François-Xavier Bellamy. Alors, il s'est trouvé que le 16 février, elle s'est représentée. Et bien sûr, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait des plaintes en cours, elle se représente, est-ce qu'elle n'a pas été mise en examen ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réquisitions qui ont été faites ? Et j'ai commencé à enquêter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai parlé aux partis, j'ai parlé à Frédéric Baldan, j'ai parlé aux avocats, j'ai parlé... Et de fil en aiguille, j'ai aussi échangé avec le juge Freinet, le juge d'instruction, qui m'a renvoyé dans un espèce de mail-pong vers le parquet fédéral européen. Ping-pong du mail. Ping-pong du mail, exactement. Le mail-pong, c'est une nouveauté administrative. Une nouveauté administrative, mais qui nous arrive à tous, les journalistes. Il faut juste être patient. Et petit à petit, je me suis rendu compte que d'abord, il y avait beaucoup plus de partis que ce qu'on avait dit, puisqu'il y a à peu près aujourd'hui une dizaine de partis. Donc, Frédéric Baldan a commencé en avril 2023. Il a été suivi par Florian Philippot, un parti belge. Et il y a deux pays qu'on m'a confirmé. J'ai même parlé à l'avocat d'un des pays, l'avocat de la Hongrie. Donc, la Pologne et la Hongrie ont été confirmés. Alors, c'est assez intéressant quand même de regarder aussi que dans le rapport annuel de Pfizer, donc le rapport de 2023, il est écrit que Pfizer a porté plainte contre 3 pays. La Hongrie,
la Roumanie et la Pologne. Ah ben les 3 qui portent plainte contre lui. Voilà, et donc ils ont porté plainte. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient plus totalement d'accord avec le nombre de doses pour prendre livraison. Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est quand on creuse et quand on regarde la plainte et la défense de la Hongrie s'est défendue en disant, eh bien vous savez, on a eu un afflux de migrants, de réfugiés ukrainiens. Donc en fin de compte, la guerre en Ukraine s'est aussi propagée vers les conflits au niveau de Pfizer. Et l'Ukraine dit, nous avons beaucoup de réfugiés, donc on n'a pas vraiment les moyens de se permettre ce genre de la dose. Hongrie, vous voulez dire, oui. Voilà, la Hongrie, pardon. Et donc, ils se sont portés plainte à la suite de Frédéric Baldan avec la Pologne pour les mêmes motifs. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bien sûr, personne n'en parle de ce genre de plainte. Alors, on va dire pourquoi les pays n'ont pas déposé plainte. Mais je pense qu'on est un petit peu dans un bras de fer. On est dans une année électorale. Il y a beaucoup de jeux politiques qui sont en jeu. Et bien sûr, Ursula von der Leyen est en train de chercher des soutiens au travers de tout ça. Donc, ça ferait un petit peu désordre. Mais bien sûr, notre travail de journaliste, c'est de donner l'information à tout le monde pour qu'ils sachent pour qui ils votent. Donc, moi, j'ai envie de savoir si la personne qui se représente à la Commission européenne, pour qui on ne va pas voter, à la présidence, est-elle honnête, est-elle sincère, est-elle corrompue, telle qu'on le dit. Et c'est pour ça que ça m'intéressait d'aller jusqu'au bout. Donc, ayant parlé au juge Freinet, il m'a renvoyé vers Madame van der Putten de l'EPPO, qui est la prosécutrice en charge. Donc, le juge Freinet, c'est le juge d'instruction à Liège où voilà. A été déposée la plainte, pour rappel. Et qui m'a renvoyé elle-même vers une autre personne en charge des communications au niveau du parquet et qui m'a dit « Circulez, il n'y a rien à voir, on communiquera sur ces plaintes en temps utile par les médias habituels. » Alors, je dis, quel métier habituel si jamais c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire l'AFP qui ne donne pas l'information. Bon, bref, retour à la case départ. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai commencé à enquêter. J'ai parlé à des journalistes à Bruxelles, j'ai parlé à des avocats, j'ai parlé à des magistrats, j'ai parlé à des juristes. Et bien sûr, de fil en aiguille, j'apprends. Qu'est-ce que j'apprends ? C'est qu'il y a une énorme pression de la part du bureau même de von der Leyen sur le parquet fédéral européen pour qu'il se déclare compétent et qu'on enlève, on va dire, la plainte du juge d'instruction. Ça s'appelle tout simplement une entrave à la justice. Et donc, on va un petit peu plus loin dans la démarche. On se dit, est-ce que le PPO, d'abord, qu'est-ce que c'est que le PPO et est-ce que le PPO est compétent ? Alors, le PPO a été créé aux grandes dames des juges d'instruction des pays dans lesquels il y avait des juges d'instruction, dont par exemple la Belgique ou la France. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu soutirer à ces juges d'instruction un certain degré de compétence. Et il a été créé à l'origine pour traiter des affaires financières. Dans votre introduction, vous avez dit que Frédéric Baldan avait porté plainte pour usurpation de titres, mais aussi destruction de documents. Alors, est-ce que la destruction de documents tombe sous le coup des éléments financiers ? Sûrement pas. Et donc, ce joue... Pour faire un parallèle, pardon, parce que nous, on en parle souvent ici, et pour que ce soit clair pour tout le monde, on en parle souvent dans notre chronique Police-Justice du jeudi, on voit un peu le même fonctionnement que le parquet national financier au niveau français. C'est-à-dire que c'est un parquet qui, sous prétexte de s'occuper d'affaires financières, va gérer les affaires de politique en col blanc et va éliminer ce qu'elle souhaite éliminer. Rappel l'affaire Fillon. Et puis prendre beaucoup de temps pour d'autres affaires qu'elle considère comme moins urgentes. Tout à fait. Alors, il se trouve que ça arrange les affaires de Madame von der Leyen si jamais le parquet se déclare compétent, puisque c'est plus traité au niveau de l'instruction de la Belgique, oui. Mais c'est traité au niveau européen. Oui. Et là, alors, c'est bien pratique pour maintenant, il faut quand même regarder qu'est-ce qui va en faveur du juge belge et qu'est-ce qui va en faveur de l'EPPO. Alors, il se trouve que le PPO, c'est pour les affaires financières. On n'est pas vraiment dans une affaire financière, hormis si jamais on est sur le volet corruption, prise illégale d'intérêt et choses comme ça. Mais il y a un élément qui manque dans tous ces contrats, c'est les SMS. Oui. Les SMS qui, soi-disant, n'existent plus ou qui ont été détruits. Oui, effacés malencontreusement. Qui sont effacés malencontreusement. Alors, ces SMS, ils doivent bien exister sur un serveur téléphonique. Si jamais on voulait les réquisitionner, peut-être que le juge d'instruction a la totalité des pouvoirs pour le faire. Mais si on l'empêche de le faire, c'est-à-dire si on lui soustrait cette enquête pour la confier à l'EPPO, eh bien, ici, on va sûrement mettre toute cette affaire sous la table. Ah oui. Ça prendra des années. Alors, les mérites du cas... Oui, et puis ça contribuera peut-être à rien du tout. Et ça contribuera... On imagine bien que la présidente
du Conseil européen peut clairement prendre des dispositions pour mettre pression sur l'OPPO. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a un combat de compétences, c'est-à-dire compétences entre le juge d'instruction belge, parce qu'on est quand même dans un cas belge, hein, c'est bien un Belge qui porte plainte en Belgique pour destruction de documents en Belgique dans le cadre d'un contrat en Belgique et signé sous la loi belge. Donc, quelque part, il n'y a pas de raison que le PPO soit compétent à ce sujet-là. Et si on se débat sur la compétence, c'est pour ne pas aller sur le fond. Parce que quand on pose la question à des gens qui sont très proches de l'enquête, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous savez, le cas, il est très sérieux. La plainte de Baldan qu'on n'a jamais vraiment évoqué au fond, mais il y a des éléments très sérieux dedans, et le terme qu'on m'a dit, c'est ces éléments sont suffisamment sérieux, c'est-à-dire qu'entre le 5 avril où il a déposé la plainte et aujourd'hui, il y aurait sûrement eu des réquisitions qui avaient été faites si jamais il n'y avait pas eu cette entrave. Et c'est ça qui est grave. On est en Europe, une année électorale, avec quelqu'un qui se représente. S'il y a entrave à la justice, c'est donc une interférence politique dans la bonne conduite des affaires judiciaires. Et je rappelle que Frédéric Baldan ne s'était pas arrêté à cette première plainte. Il a déposé une deuxième plainte contre pour demander la suspension des commissaires européens parce que la charte d'éthique et le traité de l'Union au niveau des rôles des commissaires, ils doivent être au-dessus, c'est-à-dire ils doivent se comporter à tout moment de manière éthique. Si jamais il y a eu une interférence de cet acabit, on ne peut pas dire qu'ils ont respecté leur propre charte. Et Frédéric Baldan, il avait donc raison de déposer cette plainte parce qu'il y a eu interférence. On l'empêche d'avoir justice. Et ça, en 2024, si jamais c'est ça la justice et c'est ça que nous amène l'Europe, eh bien, je pense que là, on a un réel problème. Intéressant d'ailleurs que vous nous disiez ça le jour où tout le monde est là, la Russie élue certainement avec pression, contrainte, etc. Regardons un petit peu chez nous d'abord, peut-être. Commençons par passer le balai sur devant nos propres portes. Parce que là, franchement, c'est vrai que ça pose réellement question. Et il s'agit ici de faits gravissimes, comme vous le rappelez, de milliards d'euros de contrats pris par quelqu'un qui n'avait pas les compétences pour le faire. Donc, voilà, rappelons quand même l'importance de ce procès. Et donc, où on en est aujourd'hui, on ne sait pas encore vers où ça va basculer. Alors, déjà, où on en est d'un point de vue médiatique, c'est l'omerta. C'est l'omerta médiatique puisque l'AFP n'en a toujours pas parlé, ce qui veut dire que la majorité des Français, et grâce à vous, on en parle, grâce à François, on en a parlé. Non, mais je pense que certains font le travail, d'autres font le relais. Il faut savoir, dans une équipe de plusieurs médias, il faut savoir que chacun a son rôle. Et donc, vous enquêtez sur d'autres choses et nous, on enquête sur d'autres. Mais le plus important qu'on doit se poser, c'est on a des médias qui sont financés par l'argent public. Et cet argent public, il devrait être pour dûment nous informer. Il y a la ministre hier qui était, ou avant-hier, qui était à l'Assemblée nationale, qui parlait justement de CNews, de l'Arcom et de choses comme ça et du pluralisme. Bien écoutez, le pluralisme ici, il n'est pas respecté. En tout cas, il y a une question qu'on doit fondamentalement se poser sur cet élément. Où en est-on de l'enquête? Donc, ce que j'ai appris au travers de ma propre enquête, c'est que les parties allaient être auditionnées. Alors, la question qu'il y a, c'est par qui? C'est par le juge d'instruction ou par le parquet européen? Ça, je ne sais pas encore. Je continue à faire mon travail. Petit à petit, les langues se délient et les courageux franchissent le Rubicon, on va dire, d'être du bon côté de la loi. Et les autres, eh bien, aujourd'hui, ils font un peu omerta. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même énormément de pression pour que les gens n'en parlent pas. Et ça, pour moi, c'est un fait gravissime. Et surtout dans cette année électorale. Donc, même ceux qui portent plainte? Non, ceux qui portent plainte, ils en parlent. Florian Philippot en a parlé, le parti belge Vivant en a parlé, Frédéric Baldan en a parlé, mais ce sont des petites voix, sans leur manquer de respect. Déjà, ils ont eu beaucoup de courage d'aller porter ces plaintes. Bien sûr. Mais ça devrait être dans tous les médias, on devrait dire la présidente de la Commission européenne qui soi-disant a détruit, qui se représente, eh bien il faut savoir est-ce qu'elle est plus blanc que blanc ou est-ce que justement elle est dans une zone grise. Alors bien sûr, présomption d'innocence oblige. On ne peut pas apporter une accusation sans fondement. En tout cas, ces accusations-là, elles auraient dû être enquêtées par le juge d'instruction qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas pu faire son travail aujourd'hui. Et surtout, aujourd'hui, on essaye de l'en empêcher. Je pense que 10 plaignants
contre la présidente de la commission. C'est quelque chose qui commence à être une masse. La masse des médias devrait arriver. On m'a dit qu'ils allaient être auditionnés. Alors aujourd'hui, c'est ça l'éternel débat. Si c'est le juge d'instruction qui se déclare compétent, ça sera la Belgique. Et alors là, c'est une autre affaire parce que c'est un véritable juge pénal. Tandis que si jamais c'est le PPO, on revient dans la sphère politique avec de la possibilité de ralentissement, d'obstruction, de tout ce que l'on veut. Voilà. Oui, et puis surtout, en attendant, on sait très bien ce qui se passe. Là, elle gagne du temps, et si elle est de nouveau élue, elle va de nouveau, j'imagine, peut-être y a-t-il même impossibilité de faire un procès contre elle pendant qu'elle est en place, et en tout cas, ça va lui faire gagner énormément de temps. Donc, avoir le temps de mettre tout ça sous le tapis. Donc, c'est vrai que c'est très, très inquiétant. Et aura-t-on le fin mot de l'histoire avant les élections de la présidente du Parlement? Alors moi, dans l'enquête que j'ai menée, entre le moment où il y a eu la plainte, c'est-à-dire le 5 avril, et puis aujourd'hui, normalement, puisque ça a été ouvert et que le juge a jugé que c'était suffisamment sérieux pour ouvrir ces enquêtes, il y en a eu d'autres, des réquisitions auraient dû être prises. En fait, si jamais ces réquisitions ne sont pas prises, c'est probablement parce qu'il y a eu ralentissement ou entrave. Parce qu'un élément qui est de cette nature, on ne peut pas dire qu'on ne va pas aller enquêter. Il suffit de regarder l'affaire Fillon, il suffit de regarder les affaires de divers ministres. Quand on veut se séparer d'un adversaire politique, eh bien la justice va vite. Et je rappelle, en France, j'ai moi-même avec le professeur Perron déposé plainte contre le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, parce qu'il avait déclaré sur France Inter qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Et en quelques semaines, c'était classé sans suite. Donc ça veut dire qu'on peut aller très vite si on veut. Et la justice peut aller très vite. Alors, on est tous des justiciables. Vous êtes une justiciable. Et là, elle ne veut pas aller très vite. Et donc, c'est ce deux poids, deux mesures qui est pour moi, il faut illustrer en tant que média. Je m'interrogeais pourquoi on n'en parlait pas. Je m'interroge toujours pourquoi on n'en parle pas. Et aujourd'hui, je m'aperçois que non seulement il y a deux autres pays qui se sont joints avec un troisième. On m'a dit, mais je n'ai pas eu confirmation officielle que la Roumanie. En tout cas, je ne sais pas si c'est fait ou en cours, mais toujours est-il que ça serait logique puisque les deux autres ont été attaqués et la Roumanie a été aussi attaquée. Entrave politique, puisqu'on essaye de sortir l'enquête du juge d'instruction et quelque part un dossier qui est hyper sérieux. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse la transparence sur les personnes qui se présentent à des fonctions administratives de plus haut niveau. Et j'ai bien envie de rappeler à Mme von der Leyen qu'elle a dit qu'elle adorait l'information et qu'elle ne voulait pas avoir de fausses informations et qu'on est dans une année où on veut en plus la transparence. Eh bien, la transparence, c'est aussi pour elle et l'information, c'est aussi pour elle. C'est surtout pour elle. Voilà. Et donc, notre travail, c'est avant tout d'informer les Vous avez bien raison, Xavier Zalbert, et merci d'avoir fait ce travail. Et en fait, aujourd'hui, on comprend qu'au niveau où on en est, on ne peut que, nous, en tant que médias, et vous qui nous écoutez, reparler de ce sujet pour mettre la pression sur ce système judiciaire où, visiblement, vous le dites, très visiblement, il y a eu entrave à la justice juste avant des élections qui sont primordiales. Il est vraiment très, très important d'en parler. Ursula von der Leyen, savoir qui elle est, savoir quel est le fond de son dossier. On aurait voulu que la justice fasse son travail avant les élections. Donc merci beaucoup, Xavier Zalbert, d'avoir remis justement ce sujet au goût du jour et de l'avoir justement actualisé pour savoir où on en était. Merci encore. Je rappelle que vous pourrez trouver tous ces articles donc sur François. Et juste un dernier point, c'est que quand même la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est qu'aujourd'hui, Renaissance, Renew Europe ont soutenu, on va dire. La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est peut-on encore soutenir la candidature de quelqu'un qui est impliqué dans une plainte avec divers pays. Et je pense que là se pose une véritable question d'éthique politique. Outre le fait que les informations qu'on a données sont importantes, il y a une véritable question de transparence et d'éthique. On a parlé pour les médecins des plateaux télévision qu'on leur demande leur conflit d'intérêt et leur lien d'intérêt. Il va falloir à un moment ou à un autre qu'on nettoie les écuries de l'Europe de manière à ce qu'on puisse s'assurer
qu'on vote pour des personnes qui nous garantissent non seulement notre indépendance, notre liberté, mais aussi de la transparence. Et puis aussi, il n'y a pas que nous qui avons travaillé là-dessus. Je rappelle, il y a plein de politiques. Virginie Joron a aussi, de son côté, même si elle n'est pas partie à cette plainte, elle a aussi énormément œuvré pour la transparence des contrats, pour ne mentionner qu'elle, mais il y a aussi Rob Ross, il y a plein d'autres parlementaires européens qui essayent de faire leur travail, et à chaque fois, c'est très difficile pour eux. Donc en fait, la transparence, c'est un travail de tout moment, mais qu'on nous rend excessivement difficile. Vous avez tout à fait raison. Je voulais vous poser une question, puisque vous abordiez le sujet de Michel Rivasi. Quel était votre dernier échange avec Michel Rivasi ? C'était quelques semaines avant son décès. Et justement, est-ce qu'elle avançait sur ce dossier aussi ? Oui, elle avançait sur ce dossier. Je sais qu'elle échangeait aussi avec Frédéric Baldan et avec beaucoup de personnes, et qu'elle était sur le point d'aller déposer une plainte à l'OLAF. Alors, je ne peux pas dire s'il y a une quelconque liaison ou pas. Je pense que Michel Rivasi, d'après ce qu'on nous a dit, elle est décédée de mort naturelle. Enfin, même si jamais j'ai entendu beaucoup d'éléments complotistes sur les réseaux, je ne veux pas me laisser à ce genre de choses. Par contre, je sais que jusqu'au dernier moment, elle portait ses dossiers et surtout, elle les connaissait, ces dossiers. Et elle ne lâchait rien. Oui, tout à fait. En tout cas, nous rendons encore une fois, c'est l'occasion, hommage à Michel Rivasi et à son travail. Merci beaucoup. D'ailleurs, la preuve qu'on pouvait, d'ailleurs elle travaillait avec tout le monde, la preuve qu'on pouvait avoir une étiquette politique et être lucide et travailleur sur son sujet. Je l'avais même reçu sur le plateau de François à plusieurs reprises. Tout à fait. Merci beaucoup Xavier Azalbert. Merci Clémence, je rappelle, et merci directeur à Toxin. De publication de François. Oui, parce que fondateur, c'est quand même trop ça remontait un peu plus loin, en effet. Merci beaucoup. Et donc, à suivre et surtout article à retrouver sur François pour avoir tous les éléments. Tout de suite, nous continuons.